Le 12 mai 1944, 14h23, Monte Cassino en Italie, le monde explosa. Le sergent-chef Kurt Meyer, 27 ans, parachutiste allemand de la première division de parachutistes, fut projeté en l'air par l'onde de choc. Son dos heurta le béton, ses poumons le brûlaient, la poussière et la fumée envahissaient tout. Quand ses oreilles cessèrent de bourdonner, quand ses yeux s'habituèrent à l'obscurité, il réalisa 3 choses. Premièrement, il était seul, complètement seul. Son unité avait été repoussée pendant l'offensive alliée, il était isolé. Deuxièmement, il était prisonnier d'un bunker partiellement détruit. 3 murs tenaient encore. Le toit était à moitié effondré. L'entrée principale était bloquée, ensevelie. Troisièmement, il entendait des voix à l'extérieur, des voix anglaises, des voix américaines, beaucoup de voix. Il était encerclé. Meyer rampa jusqu'à la seule fenêtre, une étroite fente dans le mur de béton. Il jeta prudemment un coup d'œil. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Des soldats, alliés, partout. Il compta rapidement. 15, 20, 30. Il arrêta de compter à 50, peut-être plus. Il fouillait la zone systématiquement. Bunker par bunker, pièce par pièce, à la recherche de soldats allemands survivants. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne le trouve. Meyer se laissa retomber contre le mur, faisant l'inventaire. Son arme, un fusil Kark 98K. Ses munitions, 27 cartouches, 2 grenades à main. Son eau, une demi-gourde, peut-être 300 millilitres. Sa nourriture, rien. Ses dernières provisions avaient été épuisées la veille au soir. Ses options, capituler ou se battre, mais se battre contre 50 hommes, seul. Ce n'était pas un combat, c'était un suicide. Dehors, des voix se rapprochaient. Vérifiez ce bunker, il semble intact, bien reçu. On y va. Des pas. Se rapprochant, Meyer leva son fusil, visa l'entrée ensevelie. Son doigt se posa sur la détente. Les pas se rapprochaient, de plus en plus près. Puis, le silence. Impossible de passer par ici. L'entrée principale est complètement effondrée. Si quelqu'un est là-dedans, il est piégé. Marquez-le et passons. Nous reviendrons avec du matériel plus tard. Les pas s'éloignèrent. Meyer expira. Tout son corps tremblait. Il savait que quelqu'un pouvait être ici, mais il n'avait pas le temps de creuser maintenant. Il reviendrait plus tard. Plus tard. Cela lui donnait du temps. Mais du temps pourquoi? Il ne pouvait pas s'échapper. L'entrée principale était bloquée. La fenêtre était trop petite et trop exposée. Il ne pouvait pas se battre. 27 cartouches contre 50 hommes. C'était sans espoir. Il ne pouvait pas attendre les secours. Son unité avait été retirée. Personne ne viendrait. La seule option logique était la capitulation. Mais Kurt Meyer n'était pas devenu parachutiste pour faire ce qui était logique. Il était devenu parachutiste parce qu'il sautait d'avion en plein feu ennemi, parce qu'il se battait quand les autres fuyaient, parce qu'abandonner n'était jamais une option. Il vérifia son fusil, compta ses cartouches une fois de plus. 27, bien, murmura-t-il dans l'obscurité. Alors, nous verrons combien de temps 27 cartouches peuvent durer. Jour 1, 12 mai 1944. Après-midi. Meyer passa les premières heures à comprendre son bunker, à apprendre comment survivre dans une tombe. Le bunker faisait environ 4 mètres sur 3. 2 petites pièces reliées par un étroit passage. La pièce avant avait la fenêtre. La pièce arrière était complètement sombre, mais plus. Me protéger. Le toit à moitié effondré avait un avantage. Il laissait passer la lumière à travers les fissures. Pas beaucoup, mais assez pour que Meyer ne soit pas dans l'obscurité totale pendant la journée. Et il y avait une autre découverte, importante. Dans le coin arrière de la deuxième pièce, Meyer trouva un étroit conduit. Peut-être un conduit de ventilation,
ou un ancien drain. Il faisait à peine 40 centimètres de diamètre. Meyer y enfonça son bras, sentit de l'air froid et humide. Le conduit menait quelque part, vers le haut, vers le côté, mais il ne pouvait pas dire. Mais c'était une issue. Peut-être. Il le garderait comme dernière option, vers 17 heures. Il entendit de nouveau les Alliés. Ils se rapprochaient. Poursuivant leur fouille systématique, Meyer prit position à la fenêtre, observant. Un groupe de 5 soldats américains fouillait un bunker à 30 mètres de là, puis à 20 mètres, puis à 10 mètres. Ils approchaient de sa cachette. Le doigt de Meyer se posa de nouveau sur la détente. S'ils essayaient de dégager l'entrée, ils devraient tirer et alors tout serait fini. Les soldats arrivèrent à son bunker, virent l'entrée ensevelie, pareil qu'avant, effondrée, marquez-le. Un des soldats sortit une bombe de peinture de sa poche, vaporisa une croix rouge sur le mur extérieur. C'est pour les équipes de nettoyage. En avant. Ils continuèrent. Meyer regarda la croix rouge qui marquait maintenant son bunker. Un symbole, un compte à rebours, un jour ou l'autre. Les équipes de nettoyage viendraient avec du matériel, avec du temps, et alors il n'y aurait plus de cachette possible. Mais combien de temps avait-il? Un jour? 2? Une semaine? Il devait gagner du temps, devait semer la confusion chez les Alliés, devait leur faire croire qu'il y avait encore une résistance active dans cette zone. Une idée dangereuse se forma dans son esprit. Jour 1, 12 mai 1944, 23h47, nuit. Obscurité totale, pas de clair de lune à travers les lourds nuages. Meyer attendit de ne plus entendre de voix, que les patrouilles ennemies se fassent plus rares. Puis, il bougea, lentement, prudemment. Il poussa les pierres et les débris de l'entrée ensevelis sur le côté. Pas assez pour créer une sortie, juste assez pour creuser un étroit tunnel. Cela prit presque 1 heure. Ses mains saignaient, ses muscles étaient douloureux. Mais finalement, il avait une ouverture, juste assez grande pour qu'il puisse se faufiler. Meyer rampa dans la nuit. Le monde extérieur était un paysage de destruction, des cratères, des véhicules en flammes, des bunkers détruits. L'odeur de la fumée et de la mort était lourde dans l'air, mais c'était vide. Pour le moment, Meyer se déplaça rapidement, comme une ombre, 50 mètres vers l'ouest, vers un dépôt de munitions détruit qu'il avait vu de la fenêtre pendant la journée. Ce qu'il trouva était mieux qu'il ne l'espérait. 3 caisses de munitions pour fusil, une caisse de grenades à main, 2 gourdes d'eau. Il ne pouvait pas tout porter. Se décida rapidement. 100 cartouches, 4 grenades à main, les 2 gourdes, puis, le plus important, il prit une des grenades à main, retira la goupille et la lança dans le dépôt de munitions, courut vers son bunker, rampa à travers l'étroit tunnel, referma l'entrée de l'intérieur. 5 secondes plus tard, boum! L'explosion illumina la nuit. Les munitions explosèrent en une réaction en chaîne. Meyer entendit immédiatement des cris, des ordres, des courses, contact, secteur ouest, explosion. Multiples. Attaque allemande, former des positions défensives, évacuer les blessés. Le chaos. Le sergent-chef Meyer sourit dans l'obscurité de son bunker. Il pense maintenant que des troupes allemandes sont dans le secteur, qu'elles sont actives. Une attaque. Ils vont être plus prudents. Ils vont devoir retirer plus d'hommes pour la sécurité. Et surtout, ils n'auront pas le temps de chercher des soldats coincés dans des bunkers effondrés. Une nuit lui avait peut-être permis de gagner 2 ou 3 jours. Il but une petite gorgée d'eau, s'autorisant pour la première fois depuis des heures à se détendre. Le jour 1 était passé. Jour 2, 13 mai 1944, 07h12. Meyer fut réveillé par des voix fortes, en colère.
Il rampa jusqu'à la fenêtre, épia. Un officier américain et une vingtaine de soldats se tenaient près du dépôt de munitions détruit. Ils fouillaient de la zone. « Quelqu'un était ici », dit l'officier. « Regardez ces empreintes. Une personne venant de cette direction. » Il montra directement le bunker de Meyer. Le cœur de Meyer se glaça. Il avait fait une erreur mortelle. Ses empreintes de pas dans les décombres. L'officier et ses hommes suivirent les traces, directement jusqu'à l'entrée effondrée. « Ici », dit l'officier. « Les traces mènent ici. Et regardez ça !» Il montra l'entrée. Certaines de ces pierres ont été déplacées récemment. Silence. « Il y a quelqu'un là-dedans », murmura un des soldats. L'officier hocha lentement la tête, dégaina son pistolet. « Encerclez le bunker. Personne ne quitte cet endroit. Apportez des explosifs. Nous allons faire sauter le mur avant. » Les soldats se dispersèrent. Meyer les vit prendre position autour de son bunker. 20 fusils pointés sur sa seule possibilité de fuite. Il était pris au piège. Meyer s'appuya contre le mur, respira lentement, réfléchit. Il avait peut-être 20 minutes avant l'arrivée des explosifs. Ensuite, il ferait sauter le mur, ferait irruption, et il mourrait ou serait fait prisonnier. Il regarda ses 27 cartouches, ses 4 grenades. Pouvait-il y arriver? 20 contre 1? Non, impossible. Mais peut-être n'avait-il pas besoin de tous les tuer, juste les effrayer. Un plan se forma, un plan fou. Désespéré, Meyer prit 2 de ses grenades, les positionna contre le mur avant, juste derrière l'entrée effondrée, attacha du fil de fer aux goupilles, puis il rampa vers l'arrière de la pièce, vers la gaine de ventilation. 15 minutes plus tard, il entendit « Explosif prêt, tout le monde à couvert, allumage dans 3, 2, 1, boum !» Le mur avant explosa vers l'extérieur. Des débris et de la fumée emplirent l'air. « Allez, dedans, maintenant !» Des soldats américains se précipitèrent dans le bunker à travers l'ouverture. Exactement à ce moment-là, Meyer tira sur le fil de fer. Les 2 grenades explosèrent. Pas assez fort pour tuer les soldats, ils étaient encore à l'entrée, mais assez fort pour les repousser, pour semer la panique. Grenades, en arrière, en arrière! Cris, confusion. Et dans ce moment de confusion, Meyer grimpa dans la gaine de ventilation. C'était étroit. Tellement étroit qu'il pouvait à peine respirer. Ses épaules frottaient contre les parois, mais il se força à avancer. La gaine menait vers le haut, verticalement. Meyer se déplaçait centimètre par centimètre. Au-dessus, il entendait les Américains « Dégagez! Le bunker est vide !»« Comment vide? Où est-il? Je ne sais pas. Peut-être mort dans l'explosion. Fouillez les décombres !» Meyer atteignit le bout de la gaine. Une étroite ouverture, couverte d'une grille métallique. Il donna un coup de pied dans la grille. 1 fois, 2 fois. Au 3e coup, elle céda. Meyer sortit. Il se trouvait à environ 40 mètres de son bunker d'origine. La gaine l'avait conduit sous terre, vers une autre partie du complexe de bâtiments détruits. Il était libre, pour le moment, mais il était aussi exposé, en plein jour, entouré d'ennemis. Meyer observa rapidement les environs. À 20 mètres de là, se trouvait un poste d'observation à moitié détruit. Petit, sombre, inaperçu. Il courut, aussi vite qu'il le pouvait, se jeta à travers l'ouverture, atterrit brutalement sur du béton. Dehors, il entendait encore les Américains près de son ancien bunker. Il s'était échappé. Mais maintenant, il était dans une nouvelle cachette, plus petite, moins sûre, et avec seulement 27 cartouches et 2 grenades. Le jour 2 n'était pas encore terminé. Jour 3, 14 mai 1944, 04h33. Plus d'eau. Meyer avait vidé sa dernière gourde hier soir. Maintenant, il sentait sa bouche s'assécher. Sa langue collait à son palais. Il savait, sans eau, il avait peut-être 3 jours. 4, s'il avait de la chance.
C'était le jour 3. Le temps pressait, et ce n'était pas son seul problème. Les Américains avaient modifié leur schéma de patrouille. Après l'explosion et son évasion, ils étaient devenus plus prudents. Plus de garde, plus de patrouille, moins de sommeil. Ils savaient maintenant, un soldat allemand était encore là, quelque part. Un fantôme. Ils l'appelaient l'ombre de Monte Cassino. Meyer les entendait en parler alors qu'il patrouillait près de sa nouvelle cachette. « Ça n'a aucun sens », disait l'un. « Un homme seul, comment survit-il? Où se cache-t-il? Peut-être qu'il y en a plus d'un, peut-être tout un groupe. Non, les empreintes. Toujours un seul homme. Toujours la même pointure. Alors il est sacrément bon ou sacrément chanceux. Les deux ne dureront pas éternellement. Le capitaine a demandé 30 hommes supplémentaires. Nous allons fouiller chaque trou, chaque bunker, chaque pièce. 30 hommes supplémentaires. Cela faisait 80 soldats qui le cherchaient. Et il n'avait plus d'eau. Meyer devait prendre une décision. Rester et se déshydrater. Ou risquer de chercher de l'eau. Ce n'était pas une vraie décision. Cette nuit-là, à 02h, Meyer quitta de nouveau sa cachette. Cette fois, il se déplaçait encore plus lentement, encore plus prudemment. Les Alliés avaient installé des projecteurs, doublé les postes de garde. Mais ils avaient aussi installé autre chose. Un campement, avec des tentes, avec des provisions, avec de l'EAOU. Meyer resta immobile pendant 20 minutes dans les décombres, à seulement 15 mètres du camp. Observant, apprenant les schémas de patrouille, relève de la garde toutes les 30 minutes, intervalle entre les patrouilles, environ 90 secondes. 90 secondes pour parcourir 15 mètres, trouver de l'eau, revenir, c'était faisable, juste à temps. Meyer attendit l'intervalle, puis il se mit en mouvement, rapidement mais silencieusement, comme une ombre sur le champ de bataille. Il atteignit le campement, aperçut un conteneur de provisions avec des gourdes, en saisit 2, à ce moment précis, un bruit derrière lui. Meyer se figea, se retourna lentement. Un soldat américain se tenait à 3 mètres de là, revenant des latrines, fixant Meyer avec des yeux écarquillés. Le temps se figea. Le soldat attrapa son fusil. Meyer fut plus rapide. Il lança une des gourdes. Atteignant le soldat à la tête, l'homme chancela. Le sergent-chef Meyer bondit en avant, frappant avec la crosse de son fusil, car 98K, une fois, 2 fois. Le soldat tomba au sol, inconscient. Meyer avait peut-être 10 secondes avant que le bruit n'alerte les autres. Il s'empara de 3 gourdes, une boîte de conserve, une trousse de premier secours, et courut. Derrière lui, des cris « Alerte! Il est là! Dans le camp !» Des tirs de fusil crépitèrent. Les balles sifflaient aux oreilles de Meyer. Il se jeta derrière un cratère. Encore des tirs. Il ne pouvait pas retourner à sa cachette. Il le suivrait, la découvrirait. Il devait brouiller les pistes. Meyer courut vers l'est, s'éloignant de sa cachette, entraînant la poursuite dans la mauvaise direction, puis, après 100 mètres, il lança une de ses dernières grenades, non pas sur les soldats, mais sur un vieux dépôt de munitions qu'il avait repéré pendant la journée. L'explosion fut massive, feu, fumée, confusion. Sous le couvert de l'explosion, Meyer fit un crochet serré vers le nord, rampant à travers les tranchées, de retour vers sa cachette. Cela prit presque 1 heure. À chaque seconde, il s'attendait à être découvert, mais il y parvint. De retour dans son petit poste d'observation, il respirait bruyamment. Son cœur battait la chamade, ses mains tremblaient, mais il avait de l'eau, il avait de la nourriture, il avait gagné, pour aujourd'hui. Dehors, il entendit le capitaine américain crier « Je veux cet homme, mort ou vif, doublez les gardes, personne ne dort tant qu'on ne l'a pas attrapé. » Le jour 3 touchait à sa fin. La chasse devint plus intense. Jour 4, 15 mai 1944, 06h44. Les chiens arrivent. Meyer se réveilla en sursaut à cause d'un bruit qui lui glaça le sang. Des aboiements. Des chiens.
Il rampa jusqu'à la fente d'observation. Ce qu'il vit confirma sa pire crainte. 3 bergers allemands, des chiens de pistage entraînés, menaient leur maître directement vers son secteur. Et avec eux, 30 soldats. « Les chiens vont le trouver », entendit-il un officier dire. « Ce n'est qu'une question de temps. Personne ne peut complètement dissimuler son odeur. » Meyer se renversa contre le mur, respirant difficilement. Des chiens. C'était quelque chose qu'il ne pouvait pas berner. Ou peut-être que si. Il fouilla frénétiquement sa mémoire. Entraînement de parachutiste, entraînement de survie, qu'avait dit l'instructeur à propos des chiens de pistage. Puis, il s'en souvint. Les chiens suivent les molécules d'odeur. Si vous pouvez masquer l'odeur avec quelque chose d'encore plus fort, ils perdent la trace. Mais avec quoi? Ils n'avaient pas de produits chimiques, pas de parfum. Rien, ou peut-être que si. Meyer scruta sa petite cachette. Dans un coin, il y avait un vieux jerrycan d'essence, vide. Mais l'intérieur était encore imprégné de résidus d'huile, de l'huile, du pétrole. L'odeur était suffisamment forte pour faire pleurer les gens. Cela suffirait-il à dérouter les chiens? Il n'avait pas d'autre choix. Meyer renversa le jerrycan et laissa les dernières gouttes de résidus huileux couler sur ses mains. Les frotta sur ses bottes, son uniforme, même son visage. L'odeur était écrasante, suffocante. Mais peut-être que cela suffirait. 10 minutes plus tard, il entendit les chiens se rapprocher, aboiements, excités. Ils avaient une piste. Meyer se blottit dans le coin le plus reculé de sa cachette, retenant son souffle. Les chiens arrivaient droit sur lui. 50 mètres, 30 mètres, 15 mètres. Puis, la confusion. Les chiens aboyèrent, confus, courant en cercle, reniflant dans toutes les directions. « Qu'est-ce qui leur arrive ?» demanda un des maîtres chiens. « Je ne sais pas. Ils perdent la trace, peut-être. Vous sentez ça? Du pétrole ou de l'huile. Il y en a partout ici. Mince, ça recouvre tout. Les chiens sont inutiles dans cette puanteur. » Les chiens furent éloignés. Confusion parmi les soldats. Meyer entendit le capitaine jurer. « Bien, si les chiens ne fonctionnent pas, on va faire ça à l'ancienne. Fouille secteur par secteur, chaque bâtiment. » Les chiens avaient été vaincus. Mais 30 soldats allaient maintenant fouiller méthodiquement chaque cachette. Le jour 4 n'était pas encore terminé. Et cela allait empirer. Jour 5, 16 mai 1944, 11h15, la faim tenaille, l'estomac de Meyer le faisait souffrir. Pas le léger inconfort de quelques repas manqués. Une vraie douleur brûlante. Il n'avait rien mangé de substantiel depuis 2 jours. La demi-boîte de conserve qu'il avait ne suffisait que pour peut-être 3 cuillères par jour. 3 cuillères. Cela représentait peut-être 200 calories. Un humain avait besoin de 2000 calories par jour pour fonctionner normalement. Un soldat en situation de stress en avait besoin de 3000. Meyer en recevait 10%. Son corps commençait à se consumer. Il sentait ses muscles s'affaiblir, ses mains trembler, sa vue parfois se brouiller. Mais pire encore que la faim physique, il y avait le combat mental. À chaque seconde, son cerveau pensait à la nourriture, au pain, à la viande, à n'importe quoi. La nuit, il rêvait des repas du dimanche de sa mère, du rôti de porc avec des quenelles, l'odeur du pain fraîchement cuit. Il se réveillait avec les larmes aux yeux. Et puis, il entendit quelque chose de pire encore. Les Américains dehors déjeunaient. Il sentait l'odeur, de la viande grillée, du café, du pain, entendait leurs rires, leurs conversations. « Mec, ce spam n'est pas si mauvais quand on a assez faim. »« Du spam? Tu appelles ça de la nourriture? Attends qu'on rentre à la maison. Je te montrerai ce qu'est de la vraie nourriture. » Il riait, mangeait, vivait, pendant que Meyer était assis dans son trou, affamé, se battant pour survivre. À ce moment-là, il ne les haïssait pas. Il les enviait juste.
mais l'envie se transforma en détermination. Il ne le briserait pas, ni par la faim, ni par quoi que ce soit d'autre. Il mangea ses 3 cuillères de conserve pour la journée, lentement, mâchant chaque bouchée comme si c'était un festin, et il continua à se battre. Jour 5, après-midi, la nouvelle tactique. À 15 heures ans, Meyer entendit le capitaine américain donner de nouveaux ordres. Écoutez, ce soldat allemand survit d'une manière ou d'une autre. Cela signifie qu'il a accès à de l'eau, à de la nourriture, peut-être à des provisions cachées. À partir de maintenant, nous détruisons chaque dépôt de provisions dans ce secteur, chaque source de nourriture possible, chaque source d'eau. Nous bouclons tout. Soit il va mourir de faim, soit il va devoir prendre le risque d'attaquer notre camp. Et s'il le fait, on l'aura... Meyer écouta, réalisant les implications. Il jouait maintenant sur la famine, attendant qu'il devienne assez désespéré pour faire une erreur. Et le pire, ça pourrait marcher. Meyer vérifia ses provisions une fois de plus. Eau, assez pour 2 jours. Nourriture, assez pour peut-être 3 jours, s'il se rationnait à l'extrême. 5 jours maximum. Ensuite, il mourrait de soif ou de faim. Le temps pressait. Jour 6, 17 mai 1944. Mai 1944, 03h22. La pâte. Didier n'avait pas dormi. Impossible de dormir. La faim et la soif le tenaillaient. Les secondes s'étiraient. Insoutenable. Mais alors, il entendit quelque chose d'intéressant. Un espoir. Le capitaine rassembla ses troupes pour une réunion nocturne. Le ton était grave, tendu. « Messieurs, j'en ai assez. Nous chassons un seul soldat allemand depuis 6 jours maintenant, un seul homme. Et nous, 80 soldats entraînés, sommes incapables de le trouver. C'est inacceptable, honteux. Le haut commandement se demande déjà pourquoi nous prenons autant de temps. L'humiliation était palpable. C'est pourquoi j'ai décidé une récompense. À $100 pour celui qui trouve l'ombre, mort ou vivant. $100, c'est l'équivalent de 2 mois de salaire pour un simple soldat. Un énorme sacrifice. Je veux cet homme, et je le veux maintenant. La détermination était sans faille. $100, une somme. Didier entendit l'agitation monter parmi les soldats. $100. C'était une somme considérable en 1944. Un rêve. Et soudain, ce n'était plus 80 soldats qui le cherchaient par devoir, mais 80 chasseurs de primes, chacun motivé par la perspective d'une richesse inespérée. La donne changeait, la traque devint encore plus intense, plus agressive, plus désespérée, une véritable meute. Jour 6. Matin. 09h33. Près de la fin. L'eau de Didier était presque épuisée. Encore quelques gorgées. C'était tout. L'agonie. Sa nourriture était terminée. Il avait fini sa dernière ration la veille au soir. L'estomac criait famine. Il sentait son corps s'affaiblir, son esprit s'embrumer. La déshydratation commençait. Le pire, s'il ne trouvait pas d'eau dans les prochaines 24 heures, il mourrait. Pas à cause du feu ennemi, mais de soif. Une mort lente. C'était ironique. Il avait survécu à 80 soldats, avait survécu aux chiens, avait survécu aux explosions et aux combats rapprochés. Le destin était cruel. Et maintenant, il mourait à cause de quelque chose d'aussi banal que le manque d'eau. Absurde. Cette nuit-là, alors qu'il était allongé dans sa cachette, à peine conscient, il entendit une conversation juste à l'extérieur. Le hasard. Cruel. 2 soldats américains, à seulement 2 mètres de sa cachette. Une opprobre. « Je crois qu'il est mort », dit l'un. Le ton était là. Personne ne peut survivre aussi longtemps sans nourriture correcte, sans sommeil. Nous cherchons un fantôme. Peut-être que tu as raison, mais le capitaine n'abandonnera pas tant que nous n'aurons pas trouvé un corps. La détermination persistait. Un corps? Dans ce bordel? Nous ne trouverons jamais un corps.
Il pourrait être sous l'un des centaines de bunkers effondrés. Le découragement était palpable. Ils s'éloignèrent. L'espoir renaît. Didier resta allongé dans l'obscurité, réalisant quelque chose, une évidence. Il ne le trouverait jamais, pas vivant. Il cherchait déjà un cadavre, une occasion à saisir. S'il tenait encore un jour ou deux, peut-être qu'ils abandonneraient, qu'ils supposeraient qu'il était mort. Le temps jouait pour lui. Il devait juste survivre, contre toute attente, encore un peu plus longtemps. Persévérance. Jour 7, 18 mai 1944, 16h47. La dernière ligne. Didier ne savait plus exactement quel jour on était. Combien de temps s'était écoulé? Tout se confondait en un seul moment interminable de soif, de faim et de peur. La réalité se distordait, mais il était toujours en vie, miraculeusement, cet après-midi-là. Il entendit la nouvelle qui l'attendait, celle qui changerait tout. Le capitaine et ses hommes étaient rassemblés près de leur campement. Le moment de vérité. « Messieurs, nous avons de nouveaux ordres. Nous nous dirigeons vers le nord demain. Opération Diadème, phase 3, nous levons le camp à l'aube. Un tournant, l'un des soldats demanda « Et le soldat allemand ?» L'ombre. L'obsession persistait. Le capitaine resta silencieux pendant un moment. La tension était à son comble. Il est mort. Il doit l'être. Personne ne survit 7 jours dans ce no man's land sans ravitaillement. Marquez la zone comme hostile. Laissez un message pour la prochaine unité qui passera. Ils pourront terminer le nettoyage. L'arrêt, ils abandonnaient, un retrait. Didier pouvait à peine y croire. Il avait gagné, par pure survie. Il avait survécu à 80 soldats. Un triomphe, mais il n'était pas encore en sécurité. Il devait attendre qu'il soit vraiment parti. La prudence restait de mise. Jour 8, 19 mai 1944, 08h22. La libération. Didier observait à travers une étroite fente. Les troupes américaines démontèrent leur camp. Les camions étaient chargés. Les soldats se formaient. La fin approchait. À 09h, le convoi se mit en mouvement, vers le nord. L'heure de la vérité, lentement. Le silence revint. Le calme après la tempête. Didier attendit. 2 heures, 3, 4. La patience était une vertu, jusqu'à ce qu'il soit SR qu'ils étaient vraiment partis. Le soulagement. Alors, enfin, il sortit de sa cachette. Retrouvant la lumière, le monde extérieur était silencieux, vide. Comme un champ de bataille abandonné, un désert, Didier se leva sur des jambes incertaines, 7 jours sans nourriture correcte, sans sommeil, sans sécurité, avaient fait leur œuvre. Le corps meurtri, il pesait probablement 10 kilos de moins. Son uniforme flottait sur son corps, son visage était creusé, les stigmates, mais il était vivant, l'essentiel. Il commença à marcher, vers l'est, en direction des lignes allemandes. Un nouvel horizon. Cela prit 2 jours. L'épreuve. 2 jours à errer dans le no man's land, à se cacher des patrouilles, à boire dans des flaques d'eau souillées. La survie à tout prix. Mais le 21 mai 1944, à 14h33, il atteignit un avant-poste allemand. L'arrivée. Les gardes le virent venir, levèrent leurs fusils, la méfiance. Puis ils reconnurent l'uniforme, les insignes de parachutistes, l'incompréhension. « Mon Dieu !» murmura l'un, « c'est un fantôme. » Un retour d'entre les morts, Didier tomba à genoux, sa voix était rauque, à peine plus qu'un murmure, l'extrême fatigue. Sergent-chef Didier Lambert, 1re division de parachutistes, demande l'autorisation de rejoindre mon unité. La délivrance. Les gardes l'emmenèrent immédiatement à l'hôpital de campagne. Le salut. Ce qui suivit. Le récit qui devint une légende. L'immortalité. À l'hôpital. 3 jours plus tard, après de l'eau, de la nourriture. Et du sommeil,
Didier raconta à son commandant ce qui s'était passé. La vérité éclatait. Le capitaine Lemaire écouta avec un étonnement croissant. La stupeur. « Laissez-moi résumer, sergent-chef. Vous êtes resté seul derrière les lignes ennemies pendant 7 jours, encerclé par au moins 50 ennemis, sans renfort, avec un minimum de provisions. Et vous avez survécu en vous cachant et en effectuant des opérations nocturnes occasionnelles. L'incroyable. Oui, monsieur le capitaine, la simplicité. Et vous avez détruit 2 dépôts de munitions ennemis en cours de route, assommé un soldat, et vous vous êtes échappé à plusieurs reprises. L'exploit. Oui, monsieur le capitaine. L'humilité. Le maire se pencha en arrière dans sa chaise, regardant Didier avec un mélange d'incrédulité et d'admiration. Le respect. Sergent-chef Lambert. Savez-vous quelle est la durée de survie d'un soldat seul derrière les lignes ennemies, en moyenne? La question fatidique. Non, monsieur le capitaine. L'attente. 8 heures. 8 heures avant d'être tué ou capturé. Vous avez survécu 7 jours, 168 heures. Vous avez dépassé la moyenne d'un facteur de 21. Le verdict. Il se leva, salua Didier. La reconnaissance. Ce que vous avez fait n'est pas seulement extraordinaire. C'est l'un des exploits de survie les plus remarquables de cette guerre. Je vais vous proposer pour la Croix de Fer. L'honneur. Didier reçut la Croix de Fer de première classe 3 semaines plus tard. La consécration. Mais ce qui était encore plus important, c'est que son histoire s'est répandue, la légende était née dans les unités allemandes. Elle était racontée comme un exemple de la ténacité des parachutistes, un symbole dans les unités alliées. Elle était racontée comme un avertissement. Ne jamais sous-estimer un seul soldat déterminé, une leçon. Les soldats américains, ceux qui avaient traqué Meyer, ne surent jamais vraiment ce qui s'était passé. Pour eux, il resta l'ombre de Monte Cassino, un mythe, une légende de guerre. Mais Kurt Meyer était réel, et ce qu'il avait fait était bien réel. Épilogue, après la guerre. Kurt Meyer survécut à la Seconde Guerre mondiale. Blessé dans les derniers jours du conflit, il finit par se rétablir. Après la guerre, il retourna en Allemagne et travailla comme garde forestier dans les Alpes bavaroises. Il parlait rarement de son expérience à Monte Cassino, seulement une fois, à son petit-fils, en 1982. « Grand-père, demanda le garçon, comment as-tu fait pour survivre? 7 jours, contre 50 hommes. Meyer réfléchit longuement. Puis, il dit, je n'ai pas survécu à 50 hommes. J'ai survécu à moi-même, à ma peur, à mon désespoir, à cette voix dans ma tête qui me disait d'abandonner. Les 50 ennemis dehors, c'était la partie facile. Je pouvais les éviter. Je pouvais les tromper, mais l'ennemi dans ma tête, celui qui me disait que je n'y arriverais pas, celui qui me soufflait que la capitulation serait plus simple, celui-là était le plus dangereux. J'ai survécu parce que j'ai vaincu cet ennemi. Chaque jour, chaque heure, chaque instant où j'ai failli céder, voilà le secret de la survie. Ne pas combattre les ennemis extérieurs, mais combattre les ennemis intérieurs. Kurt Meyer mourut en 1987, à l'âge de 70 ans, paisiblement, dans son sommeil, sur sa pierre tombale. On peut lire « Sergent-chef Kurt Meyer, première division de parachutistes, celui qui n'a jamais abandonné. La leçon de Monte Cassino. » Que pouvons-nous apprendre de l'histoire de Kurt Meyer? Premièrement, la survie n'est souvent pas une question de force, mais une question de volonté. Meyer n'était pas le soldat le plus fort, ni le mieux entraîné, ni le mieux équipé. Mais il avait quelque chose que beaucoup n'avaient pas, un refus absolu d'abandonner. Même lorsque chaque voix logique lui disait de capituler, une voix plus profonde répondait « pas aujourd'hui ». Deuxièmement, un seul individu peut accomplir bien plus que les chiffres ne le suggèrent. 50 contre 1, ce sont des chances impossibles, sur le papier. Mais le papier ne prend pas en compte la créativité, ni le courage, ni la force d'un homme qui n'a plus rien à perdre.
Meyer n'a pas vaincu 50 hommes en les combattant. Il les a vaincus en persévérant, en s'adaptant, en pensant comme un fantôme. Troisièmement, les batailles les plus dangereuses se déroulent dans notre tête. Meyer avait faim, soif, peur, et il était épuisé. Mais le plus dur, ce n'était pas la douleur physique, c'était le fardeau mental, la tentation d'abandonner, la voix qui murmurait « C'est bon, tu en as assez fait, capitule ». Chaque jour, il vainquit cette voix à nouveau. Voilà l'héroïsme, pas des actes grandioses et uniques, mais la décision quotidienne, horaire et même à la minute, de continuer. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, Monte Cassino est maintenant paisible, un lieu de mémoire. Des milliers de touristes la visitent chaque année. Peu connaissent l'histoire du petit poste d'observation, où un seul homme a survécu pendant 7 jours, mais la leçon demeure. Si vous pensez ne plus pouvoir continuer, si les chances vous semblent impossibles, si chaque voix vous dit d'abandonner, pensez à Kurt Meyer, seul, encerclé, sans espoir, qui décida « pas aujourd'hui, pas ici, pas moi », et qui survécut, parce que parfois, survivre est la plus grande forme de victoire, et parfois, refuser d'abandonner est l'acte le plus courageux qu'un être humain puisse accomplir.